Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, nous sommes ensemble pour une nouvelle édition sur Monaco Info en ce dimanche 11 août. Voici le sommaire de ce journal. Nous débuterons par une large page consacrée à la fin de ces Jeux Olympiques avec l'entretien du Prince Albert II. Il dressera avec notre envoyé spécial le bilan de cette quinzaine pour les athlètes monégasques et plus généralement pour l'olympisme. Nous serons avec l'un des héros de Paris 2024. Il a décroché la première médaille d'or obtenue par la France avec l'équipe de rugby à 7. Le natif de Monaco, Antoine Zegdar, sera notre invité. Le succès de ces JO est incontestable dès la cérémonie d'ouverture, suivie de toutes les épreuves. Paris était au cœur de l'univers, notamment grâce aux réseaux sociaux qui se sont enflammés pour ces Jeux. C'est ce que nous dira le journaliste spécialiste du web Thomas Huchon. Après plus de 45 jours, c'est la fin des soldes à Monaco. Le bilan est plutôt positif pour les commerçants, c'est ce que vous verrez dans un reportage. Des nouvelles naissances au jardin animalier Régnier 3, nous irons découvrir la pouponnière des lieux avec les familles de plusieurs espèces qui se sont agrandies ces derniers jours. Et enfin, nous vous emmènerons profiter d'une belle soirée d'été sous les étoiles à l'Open Air Cinéma. Dans un peu plus de 2 heures se déroulera la cérémonie de clôture de ces Jeux Olympiques de Paris. Sachez que les porte-drapeaux de la Principauté seront la nageuse en eau libre Lisa Pou et le rameur Quentin Antonielli. 6 sportifs monégasques ont représenté la Principauté sur ces 2 semaines. Nous en avons parlé régulièrement. Il ne faut pas oublier non plus les sportifs qui représentent Monaco en club, notamment à l'ASM comme Mathieu Strazel de la Roca Team, médaillé d'argent hier au soir avec l'équipe de France de basket qui s'est retrouvée face à une grande équipe américaine en finale. Il y a eu aussi en foot Magnus Akliouche, lui aussi médaillé d'argent, Théo Andan qui s'est hissé jusqu'en finale du 4x400, sans oublier au début de ces Jeux la médaille d'or de Cassandre Beaugrand, licencié à l'ASM Triathlon, médaillé d'or également pour le natif de Monaco, Antoine Zegdar en rugby à 7, qui sera avec nous dans quelques instants. Et parmi les spectateurs assidus lors de ces Jeux Olympiques, il y avait le Prince Albert II. Il n'a manqué que peu de compétitions sur cette quinzaine et encore moins les épreuves disputées par les athlètes monégasques comme il l'a confié à Émilie Rousseau. Monseigneur, merci de nous avoir accordé cet entretien sur l'un des lieux, on va dire, les plus magnifiques de Paris avec la Tour Eiffel en toile de fond. Ces sites sont assez magnifiques. Ils mettent vraiment en valeur Paris au cœur des Jeux. Non, absolument. C'était un choix de nos amis du comité d'organisation de Paris 2024, mais c'est vrai qu'ils ont raison de mettre toutes ces beautés architecturales et culturelles de Paris et de la région aussi. Et ça donne vraiment un cachet particulier à ces Jeux. Et si on rajoute à ça l'ambiance extraordinaire qu'il y a dans tous les stades et dans tous les sites, voilà, c'est des Jeux assez extraordinaires. C'est un succès pour vous, ces Jeux, à quelques jours de la clôture? Oui, je pense. On fera le bilan quand la cérémonie de clôture sera terminée, mais je crois que vraiment ce sont de très beaux Jeux. Il y avait certaines craintes au début, bien sûr, il y avait certaines appréhensions sur beaucoup de plans, mais je crois qu'ils sont déroulés dans un état d'esprit extraordinaire, avec un engouement, une participation du public tout à fait extraordinaire. C'est ce que je disais, pas uniquement pour l'encouragement des athlètes français, mais tous les athlètes. Et tous les athlètes se sentent à l'aise et se sentent soutenus. Et Mondo Duplantis l'a dit quand il a tenté son record du monde, mais tout au long de sa compétition, il était soutenu. Il a dit c'est le public le plus extraordinaire que j'ai eu. Donc voilà, je crois que c'est de ce point de vue-là, je crois que ça va donner un élan, non seulement au sport français, mais au mouvement olympique en général. Un mot sur la participation de la délégation monégasque, une délégation qui respectait totalement la parité, 6 athlètes. Oui. Qu'est-ce que l'on peut dire sur cette participation? Écoutez, ça a été une participation honorable. Bien sûr, on aurait aimé voir d'autres résultats. Et je ne parle pas du tout de médailles, mais voilà, on pensait qu'on allait être un petit peu mieux classé, mais bon, c'est le sport, c'est la compétition, c'est les Jeux Olympiques qui sont une compétition à part, qui sont un festival de sport et ça va bien sûr au-delà du sport. Et donc c'est tout à fait particulier, il faut pouvoir s'adapter aussi, il faut pouvoir s'adapter à différentes conditions de course. On l'a vu ce matin avec Lisa Pou dans une épreuve de 10 km natation très, très difficile sur la Seine, avec des courants favorables et contraires qui sont très difficiles à gérer. Donc
Voilà, mais je suis très fier de notre participation dans l'ensemble. Ils ont fait honneur à la principauté. Et voilà, ça leur permettra aussi de mieux se préparer s'ils veulent participer à d'autres grandes compétitions et d'autres Jeux olympiques, bien sûr. Merci beaucoup, Monseigneur. Merci à vous. Il est un des visages qui a marqué les Jeux Olympiques de Paris 2024. Il est né à Monaco et a contribué aux grandes heures du rugby à 7 français en remportant avec son équipe la médaille d'or des JO. Je veux parler d'Antoine Zegdar. Il est avec Patricia Navarro. Voici son entretien. Bonsoir Antoine Zegdar. Bonsoir. Cela fait maintenant un peu plus d'une semaine que vous êtes devenu, avec l'équipe de France de rugby à 7, champion olympique. Comment se sont passés ces derniers jours? Il y a eu beaucoup de sollicitations, vous avez eu le temps tout de même de réaliser au calme? Alors ouais, effectivement, il y a eu beaucoup de sollicitations. Après, surtout les 2 jours suivant le sacre. Après, je vais pas vous mentir, j'ai mis le téléphone un peu en mode avion et on est tous partis à Ibiza fêter ça. Donc voilà, là, je reprends un peu du service. On a coutume de dire qu'être champion olympique, cela va au-delà de tout. Vous l'avez ressenti comme cela vous aussi, alors tout en précisant que vous avez déjà été champion du monde avec les moins de 20 ans, là c'était en rugby à 15, et finaliste du championnat de France de rugby avec Castres. Mais les Jeux olympiques, c'est autre chose, une médaille d'or? Ouais, je pense que c'est vraiment quelque chose d'autre. C'est quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. Et franchement, on a tellement bossé dur pour avoir cette médaille. On y pensait tellement que l'avoir, c'est vraiment une consécration et un bonheur ultime. Et voilà, maintenant, ben, j'ai cette belle médaille autour du cou que je vais garder précieusement. Et c'est vrai que c'est une fierté maintenant de pouvoir dire que ben, je suis champion olympique. Et puis il y a peut-être eu aussi l'effet Paris 2024. Vous n'avez pas été sacré n'importe où, hein. C'était chez vous, en France, avec votre famille, vos amis à vos côtés. Vous les avez tous fait pleurer de joie, je crois. Ouais, c'est ça. C'était assez spécial de voir tous les membres de ma famille les larmes aux yeux. Et ouais, le fait que ce soit à Paris, on a vraiment eu de la chance de tomber dans cette période parce que ça arrive une fois tous les 100 ans. Donc voilà. En plus, ça nous a, je pense, beaucoup aidé avec tout le stade qui était en feu, les 70 000 personnes qui cessaient de nous donner de la force pendant les matchs. Je pense que ça nous a apporté énormément et que ça a joué dans notre titre de champion olympique. Vous venez de nous le dire, vous avez prolongé ce moment à Ibiza tous ensemble. Quand on vit une telle aventure avec un groupe, parce qu'il y a eu aussi une montée en puissance au cours des derniers mois, ce n'est pas un peu difficile de se quitter, de repartir tous vers de nouveaux défis? Oui, c'est un peu particulier. Après, maintenant, chacun a sa vie, a sa carrière et chacun va partir dans des horizons différents. Mais je pense que ce qu'on a fait tous ensemble, ça va nous lier à vie. Mais maintenant, on est champion olympique tous ensemble et voilà, je pense que c'est quelque chose d'exceptionnel qui nous liera pendant toute notre vie. Alors Antoine Dupont l'a dit, lui, l'aventure rugby à 7 s'achève, il retourne vers le rugby à 15. Mais pour vous, Antoine, qui avait toujours eu un peu un pied dans les deux disciplines, comment se présente-t-il l'avenir? Alors pour le moment, j'ai plutôt profité du titre sans vraiment penser à ce qui allait se passer l'année prochaine, mais j'espère que j'aurai l'opportunité de continuer un peu à faire du rugby à 7 puisque c'est une discipline qui me plaît énormément. Euh, Après, du coup là, je suis un peu en discussion avec tout le monde pour voir comment ça va se passer. Mais quand on a gagné l'or olympique, à quoi peut-on encore rêver? Est-ce que vous avez en tête un club mythique que vous souhaiteriez rejoindre? Alors là, je parle en rugby à 15, ou un nouveau défi, peut-être comme les prochains JO à Los Angeles, ou c'est trop loin? Je sais pas trop, ça c'est vraiment plus dans le long terme, mais je pense que le fait de gagner un titre de champion olympique, ça donne le goût de l'or et ça donne envie de gagner d'autres titres et de se dépasser encore plus. Antoine, vous êtes né à Monaco et vous avez débuté le rugby à Monaco. On sait qu'il y a une dynamique vraiment importante depuis ces dernières années en principauté pour développer ce sport. Vous aimeriez pouvoir y prendre une grande part. Alors on vous a déjà souvent vu bord de terrain. Oui, bien sûr, pour moi c'est très important que le rugby se développe à Monaco et je trouve ça génial d'ailleurs. Après pour le moment
c'était pas dans mes plans de revenir jouer à Monaco, mais j'espère qu'un jour j'aurai la chance de reporter ces belles couleurs. Et puis on parle d'avenir, on est très fiers à Monaco Info de rappeler que vous avez été notre consultant à plusieurs reprises aux côtés de Frédéric Elion lors notamment du tournoi de qualification olympique, rugby à 7. C'est un exercice qui vous a plu? Ouais, bien sûr, c'était super sympa et franchement on s'est régalé. C'était la première fois pour moi que je commentais un match ou un tournoi de rugby, mais c'était vraiment un exercice que j'ai aimé. Donc, bah, écoutez, si vous, s'il y a d'autres tournois de rugby et que vous voulez m'inviter à commenter d'autres tournois, ça serait avec grand plaisir. Oui, puis vous l'avez fait très bien, donc ce sera peut-être aussi une Merci reconversion, beaucoup. mais un peu plus tard. En tout cas, vous serez toujours le bienvenu sur notre antenne, Antoine. Et pour Danse avec les stars, vous êtes en négociation ou pas? Parce qu'on l'a vu, vous êtes l'un des meilleurs danseurs du groupe olympique de rugby à 7 dans cette petite Corée qui a fait le tour des réseaux sociaux. Pour l'instant, j'ai pas prévu encore. J'attends peut-être le rappel de Danse avec les stars, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Mais ouais, c'est vrai que cette petite danse, elle a beaucoup fait parler. En vrai, c'est quelque chose qu'on a fait pendant tout au long de l'année et qui nous permettait d'être dans la coordination, dans le changement de rythme. Et voilà, après, à la fin du tournoi, on s'est dit, on va le sortir, ça va faire plaisir à tout le monde, je pense. Et depuis, du coup, tout le monde nous demande de la faire. On l'a fait un peu aux quatre coins de la France, même à des moments où on s'y attendait pas. À Et Ibiza, par dans, exemple, dans un club France en ébullition. Donc Danse avec les stars dans un club peut-être. France aussi. Ce qui est sûr, c'est certainement une poursuite de carrière extraordinaire. Mais on l'a compris, donc vous êtes en négociation sur tous les fronts actuellement. Merci Antoine Zegdar, champion olympique de rugby à 7 avec l'équipe de France, d'avoir été notre invité aujourd'hui. Merci à vous et bonne soirée. L'engouement est très important pour ces Jeux Olympiques, que ce soit sur place, à la télévision ou surtout sur les réseaux sociaux qui tournent à plein régime depuis 2 semaines. On peut aussi bien y revivre les temps forts des compétitions qu'entrer dans les coulisses des Jeux avec les instantanés partagés par les athlètes eux-mêmes. Patricia Navarro s'est entretenue avec Thomas Huchon, journaliste spécialisé du web. Difficile d'échapper aux Jeux Olympiques de Paris 2024 et pas seulement à la télévision, mais sur les réseaux sociaux aussi. Les JO ont raflé la mise sur les réseaux. Oui, je crois que, vous savez, on dit souvent qu'il n'y a pas de chose plus importante pour les êtres humains après le fait de vivre une expérience que de la partager. On voit là que la mécanique traditionnelle de ces réseaux qui jouent de nos émotions pour capter notre attention, eh bien, elle fonctionne aussi quand les choses sont positives. C'est pas si fréquent sur les réseaux de voir des choses positives qui font le buzz. Eh bien, on va pas s'en plaindre, mais les aigris sont encore là et ils continuent aussi d'exister. Et donc, il y a parfois, après une petite vidéo sympa sur un sportif français qui a fait un truc ou une sportive venue de très loin qui découvre les pains au chocolat au village olympique et qu'il raconte sur TikTok, eh bien, des choses qui sont moins sympas. Mais effectivement, je crois que on voit quand même beaucoup de choses qui montrent que eh bien, beaucoup de gens apprécient cette période dans une période de notre histoire qui est un peu compliquée. Oui, et justement, dans le prolongement de cette notion de partage, on a le sentiment que ce qui marche bien, c'est l'aspect coulisses, la façon dont les athlètes vivent de l'intérieur ces Jeux. Vous avez parlé des pains au chocolat, il y a aussi l'athlète au muffin au chocolat. Oui, il y a Muffin Man, effectivement. Je crois que c'était un Norvégien qui est tombé amoureux des muffins au chocolat qui sont donnés au village olympique. Je crois qu'effectivement, il y a de nouvelles manières de communiquer. Ces réseaux sociaux permettent non pas seulement la communication de grands médias, de partis politiques, de journalistes, mais aussi de n'importe qui, de partager n'importe quoi. Et bien là, les athlètes, eh bien, quand ils rentrent à l'intérieur du village olympique, quand ils découvrent leur chambre, ces fameux sommiers en carton qui ont aussi beaucoup amusé sur les réseaux, eh bien, ils se filment. Ils se filment, ils se mettent en scène et ils racontent leur quotidien. On a tous envie de rentrer dans cette espèce d'intimité, dans cette espèce de secret, non pas des dieux, mais des athlètes. Et effectivement, les réseaux le permettent aujourd'hui. Et en plus, je trouve que ça donne une image de proximité.
finalement, ces athlètes, quand ils rentrent dans une chambre du village olympique, bah, ils sont comme nous, quand on rentre dans une chambre d'hôtel, qu'on part en vacances. Ah, on a hyper envie de raconter, ah bah t'as vu la vue, tiens, la chambre est super. Ah, et puis non, ça c'est pourri, ça marche pas. Moi, j'ai vu des athlètes faire des concours de chasser de moustiques à 3 heures du matin parce qu'ils se sont attaqués par des moustiques et qu'ils n'ont pas de moustiquaire dans le village olympique. Donc oui, tout ça est quand même assez rigolo. Et effectivement, après la période particulièrement tendue que la France a vécue au mois de juin et au mois de juillet, je crois qu'il y a aussi un effet totalement inverse. On voit des choses qui rassemblent, en tout cas qui tentent un peu de rassembler les Français, et on voit des choses aussi qui sont des réussites. On a des athlètes qui gagnent, on a des gens qui gagnent des compétitions. Et finalement, je suis pas certain qu'on y croyait autant que ça avant le début des épreuves. Et je crois que ça fait du bien à tout le monde de voir des choses un peu légères. Oui, alors il y a effectivement cette notion de partage, de joie collective, mais les polémiques quand même ont certainement joué aussi dans ce relais sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a eu le feuilleton autour de l'eau de la Seine, il y a eu la cérémonie d'ouverture. Tout cela aussi, c'est la clé du succès sur les réseaux. Ben oui, vous voyez que si vous parlez de la cérémonie d'ouverture, c'est le moment d'audience le plus important de l'histoire de notre pays. C'est plus de 24 millions de téléspectateurs. C'est du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Ça veut dire que ça a quand même concentré l'attention des gens. Mais on voit aussi, à l'inverse, que, eh bien, au moment où tout le monde observe cette cérémonie d'ouverture, il y a tout un tas de gens qui la critiquent, des complotistes, des chrétiens qui pensent avoir vu la scène alors qu'il s'agissait d'une représentation d'une période de la Grèce antique, et qui du coup appellent au boycott. Et donc on a pu voir monter très fort sur les outils de social listening, donc des outils d'écoute de ces réseaux sociaux. On voyait très bien que le hashtag boycott JO 2024 est monté très très fort à la suite de la cérémonie d'ouverture jusqu'à représenter plus de 25 000 mentions sur Twitter, ce qui est absolument colossal, avec des appels au boycott pour les sponsors des JO, avec tout un tas de gens. On a même vu le président américain Donald Trump jurer tous ces grands dieux que non, il n'humilierait pas les chrétiens en 2028 à Los Angeles s'il était président. On voit bien que effectivement, eh bien, tout le monde n'est pas sur ce même son de cloche, mais bizarrement, pour une fois, la joie à partager et le sentiment un peu positif qui existe d'une part a pris un peu le dessus sur le côté extrêmement négatif. Les réseaux permettent avant tout de voir ce qu'on a envie de voir. Vous savez, on se demande souvent, est-ce que je crois ce que je vois? Est-ce que je vois ce que je crois? Eh bien, sur les réseaux, vous voyez ce que vous croyez. Il y en a un qui a tout compris, hein. La grande star des JO, aussi indirectement sur les réseaux, c'est Snoop Dogg, le rappeur américain, qui depuis avoir porté la flamme n'a cessé, lui, de faire ce mot consacré, le buzz. Effectivement, et c'est aussi, je pense, une partie de la réussite de ces Jeux Olympiques. Ce sont ces personnalités annexes qui viennent légitimer finalement la passion collective pour ces épreuves. Et oui, oui, je vous avoue que je pensais pas voir Snoop Dogg habillé en jockey le long des épreuves à Versailles. Je pensais pas le voir. Enfin, on avait l'habitude de le voir avec des trucs allumés qui fument, mais pas forcément avec la torche olympique. Et effectivement, lui, il est vraiment devenu une icône très positive. En conclusion, Thomas Huchon, on peut dire aujourd'hui que si les réseaux sociaux ne s'étaient pas enflammés pour les JO, ces derniers n'auraient peut-être pas tout à fait eu le même succès? Eh ben, en tout cas, c'est sûr que ce qui est, il y a un phénomène qui va marcher très fort sur le cerveau des êtres humains, ce qu'on appelle la disruption cognitive. C'est le fait que vous avez une idée en tête et la réalité n'y correspond pas. En gros, vous avez l'idée que ces JO vont être une catastrophe, que la scène sera polluée, que la cérémonie sera pourrie, que les athlètes français seront nuls. Bon. Et qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Eh ben, on se baigne dans la cérémonie est suivie par 24 millions de personnes et on a battu le record de médailles établi lors du précédent record à 43 médailles. Donc, je crois qu'effectivement, l'impact de ce succès est d'autant plus fort qu'il intervient de manière un peu inattendue et que même on imaginait que ça serait la Bérésina.
Et donc là, on passe des Ardennes en 1940 à la Libération en un clic. Et oui, on est tous un peu ébahis par ce truc-là. Moi-même, je vais pas vous cacher que je fais partie de ces 24 millions de personnes qui ont regardé la cérémonie d'ouverture et qui étaient quand même extrêmement touchés par ce qu'on a vu. Et je crois qu'il y a un autre élément qui est très intéressant. Tous les jours ou presque, on a une photo sportive qui est dingue. On a eu la triathlonienne devant Cassandre, les Invalides. Effectivement, Cassandre Voilà, Beaugrand. on a eu ce surfeur brésilien comme ça en train de voler. On a eu cette photo magnifique qui ressemble à un tableau de Monet lors de la montée en cycliste sur la butte Montmartre. On a presque tous les jours un cliché qui est presque tiré de notre imaginaire tellement il est beau, il est magnifique, il est plus représentant d'une forme d'unité, de quelque chose qui nous rassemble, quoi. Une note très positive. Merci Thomas Huchon pour vous. cet éclairage sur l'écho qu'ont eu les JO de Paris 2024 sur les réseaux sociaux. À très bientôt, au revoir. On referme cette page JO, mais on reste dans le domaine du sport. On vient de l'apprendre, l'AS Monaco FC a annoncé la signature de Christian Mawissa en provenance du club de Toulouse. Il a remporté en 2022 le championnat d'Europe des moins de 17 ans avec l'équipe de France. Le défenseur central de 19 ans s'engage avec l'ASM pour 5 saisons. L'ASM FC qui jouera son dernier match de préparation ce lundi 20h en Espagne face au Barça. Vous pourrez suivre la rencontre sur la chaîne YouTube de l'AS Monaco. Après le Barça donc lundi soir, le début du championnat de Ligue 1 débutera samedi prochain, le 17 août. Monaco recevra à 21h Saint-Étienne. Les soldes se sont terminés ce samedi après avoir débuté le 26 juin, il y a un mois et demi. Souvenez-vous, nous sommes allés à la rencontre des commerçants monégasques au début des soldes. Et aujourd'hui, Justin Hadel, vous êtes sur le terrain pour nous dresser un bilan. Tout à fait Fabien, et vous allez être surpris car les réponses que nous avons recueillies sont différentes de celles que nous avons eues en début de solde. Car oui, les inquiétudes étaient assez nombreuses et pourtant le résultat reste positif. Les soldes ont-elles été bonnes? La réponse tout de suite sur des images de Jean-Alexandre Dordet. Le résultat est sans appel. Les soldes sont une réussite cet été. Les commerçants, de leur côté, tirent en grande partie un bilan positif, voire même très positif sur cette période. Ça a très bien marché, on a eu vraiment une très forte influence sur le mois de juillet. Donc oui, on peut dire que c'est une réussite. Nos locaux sont toujours là, ouais. On a eu vraiment les deux, touristes et locaux, mais c'est vrai que nos locaux sont aussi présents. Franchement, on a eu des très bons retours des clientes monégasques surtout. On a eu quand même pas mal de passages de touristes aussi, puisqu'avec les bateaux, tout ça, ça marche quand même pas mal. Mais principalement, voilà, nos clientes monégasques, elles aiment beaucoup les soldes. Elles font des petits repérages avant les soldes et puis voilà, elles se décident après. Une affluence locale, mais aussi touristique, qui entraîne une avalanche de ventes dans de nombreux commerces monégasques. Du côté des consommateurs, tous ont profité en grande majorité des soldes, à leur manière. Je suis là depuis 2 semaines et bien sûr j'en ai profité et c'est ce qui m'a permis de rencontrer un super vendeur ici aussi. Donc voilà, oui, bien sûr, on vient se faire plaisir. Monaco, c'est le lieu pour tout ça, donc ouais. Tout petit peu, très légèrement, mais je vous avoue surtout sur Internet. Comme je voyage beaucoup, je vais souvent à Paris et j'ai dit non, j'achète pas à Paris, j'achète à Monaco parce que c'est la principauté qui nous fait vivre. Via Internet ou directement en boutique, les soldes ont fait leur effet. Commerçants et consommateurs sont satisfaits, de quoi tirer cette année un bilan très positif des soldes d'été. Nous allons maintenant rejoindre un petit havre de paix, un sanctuaire où la vie s'épanouit, où chaque naissance est un événement, le jardin animalier Régnier 3. Découvrez ces instants magiques et ces espèces rares dans ce reportage de Vanessa Dessy. Bien plus qu'un simple parc animalier, c'est une promesse de renaissance. Sous le regard bienveillant des soigneurs, chaque animal réapprend la douceur de vivre. Le parc il fait 1 hectare, il est situé juste sur la nouvelle aile du palais. Sur 4 niveaux, on présente à peu près 50 espèces d'animaux pour à peu près 400 animaux. Ils viennent de saisies de douane, des abandons, ils viennent aussi d'échanges entre parcs zoologiques et de naissances qui ont lieu sur place.
Au cœur de ce sanctuaire, la nature offre un spectacle incessant de renouveau. Depuis avril dernier, le parc animalier célèbre une 60aine de naissances. Parmi elles, 4 chauves-souris, 2 élégants flamants roses et une rare couleuvre de jade. Un serpent dont moins de 8 parcs en Europe peuvent se vanter d'en posséder. Des pigeons de Nicobar côtoient une 40aine de canards, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Pendant ce temps, les ibis rouges, fidèles à leur rituel, nichent patiemment, attendant l'éclosion imminente de leurs petits. Concrètement, dans la majorité des cas, on laisse faire des choses. Donc on laisse les parents s'occuper. Si jamais c'est leur première ponte ou leur premier petit, très souvent ils abandonnent ou l'élevage se passe mal, mais on est obligé de laisser faire. Parce qu'en fait, ça fait partie de l'apprentissage. Donc en fait, si on prélève à chaque fois les petits, ils ne sauront jamais comment élever les petits. Donc des fois, c'est assez difficile de laisser une couvée, par exemple, à des parents, en sachant qu'elle va être plus ou moins perdue. Mais ça fait partie du processus d'apprentissage des parents. Donc ça, c'est important pour le jour où ces animaux seront éventuellement réintroduits dans la nature ou repartiront dans d'autres parcs. Il faut qu'ils sachent élever leurs petits naturellement. Le parc animalier participe à des programmes d'élevage européens afin de permettre de réintroduire certaines espèces dans la nature et d'obtenir une véritable mixité génétique. Pour éviter la chaleur, vous avez cet été 2 façons d'aller au cinéma. Dans une salle obscure, la journée sous la clim, ou alors le soir sous les étoiles avec la brise de mer. Eh bien, nous avons préféré vous faire découvrir le cinéma sous les étoiles dans ce reportage. Le Monaco Open Air Cinéma est situé au pied du rocher sur la terrasse du parking des pêcheurs. Un écran géant de 200 mètres carrés y est installé, près de 500 places assises et une brise d'air frais. Voilà ce que propose ce cinéma. Les portes s'ouvrent à 20h30 et la clientèle est assez cosmopolite. C'est beaucoup les résidents de Monaco et beaucoup la clientèle internationale, donc les résidents qui habitent à Monaco peut-être 6 ou 7 mois de l'année, qui reviennent pour les beaux jours. On voit beaucoup donc les Américains, les Italiens, les Anglais, les Russes. Voilà, donc cette clientèle-là, beaucoup d'internationaux. Pour ce cinéma, on se concentre vraiment sur les blockbusters. Donc en général, les grosses sorties sont quand même réservées pour l'été, sur le calendrier cinématographique. On peut faire des rétrospectives de films qui ont un peu mieux marché auparavant dans l'année. Et là, pour cette année, exceptionnellement, étant donné qu'il y a un calendrier de sortie un peu moins incroyable que l'année dernière, on a passé Le Comte de Monte Cristo, donc qui est une version française, un film français, sous-titré anglais. C'est la première fois qu'on essaye ça ici, et on a eu des retours assez positifs de la clientèle. Donc pourquoi pas le refaire, mais normalement c'est vraiment beaucoup de blockbusters américains et tous les soirs en version originale, sous-titré français. Le Monaco Open Air Cinéma propose 3 tarifs différents pour 3 assises différentes. Vous avez les chaises blanches à 12 € avec une réduction étudiante à 10 €. Vous avez les chaises vertes à 18 € et vous avez les black sofas à 23 €. Toutes les chaises viennent bien évidemment avec des coussins et une petite table devant pour pouvoir consommer. Après être rentrés, les spectateurs au choix prennent une consommation ou s'installent directement dans ce cadre idyllique. C'est sympa, ça permet de sortir un petit peu des salles, surtout en été. On permet de passer un petit peu de temps en extérieur et de quand même pouvoir aller au cinéma et de voir des nouveaux films. C'est la première fois que je viens, donc je suis assez... c'est cool en fait, parce qu'on est vraiment dans la vieille ville, bon cinéma, puis là vous mettez Looney Tunes, alors on a l'impression de repartir un peu en enfance, donc c'est vraiment sympa. Après quelques cartoons pour faire passer le temps, il est 21h30, la nuit est tombée, place au film du soir, en l'occurrence un film de super-héros, Deadpool et Wolverine. Vous pouvez retrouver la programmation sur le site du Monaco Open Air Cinéma. Passons à la météo, quel temps est prévu pour ce début de semaine, Justin ? Bonsoir Fabien, pour commencer la semaine, le temps sera similaire à celui de ce week-end, avec du soleil et encore du soleil, accompagné de températures allant de 27 à 33 degrés. Et si l'envie vous prend d'aller piquer une tête, l'eau ne vous rafraîchira pas tant que ça, puisqu'elle sera fixée à 28 degrés. Demain, le soleil se lèvera à 6h30 et se couchera à 20h40. En ce lundi 12 août, nous fêterons les Clarisses. Merci Justin. Que s'est-il passé en principauté à la même période sur ces 5 dernières années? La réponse avec le flashback de la semaine. Ce journal est terminé. Vous retrouverez dès lundi 19h pour une nouvelle édition. Maclor Baboutuloua à la présentation. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À très bientôt. Au revoir.